Et d'abord, on vous apporte donc des informations sur ce que c'est cette certification environnementale, car il faut être clair, on la connaît très peu, et quand on en a entendu parler, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Emma André, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes chargé de mission qualité, agriculture biologique et bien-être animal à la FNSEA. Les pouvoirs publics mettent une grosse pression, il faut le dire, sur le monde agricole avec cette certification environnementale. D'où est-ce que ça vient? Quel texte de loi en parle? Alors les premières réflexions autour d'un dispositif de certification environnementale ont été engagées en 2007 dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour répondre à des attentes sociétales croissantes et également à des préoccupations environnementales qui montantes sur les exploitations agricoles. Et donc, à partir de cette date, on a commencé à se poser la question. En 2011, la Commission nationale de la certification environnementale a été créée justement pour coordonner les travaux autour de la certification environnementale. Est-ce qu'il y a eu d'autres textes de loi qui en parlent ensuite? Oui, tout à fait, puisqu'on peut citer par exemple le plan biodiversité de 2018, dans le cadre duquel on a fixé l'objectif de 50 000 exploitations certifiées HVE à l'horizon 2030. L'objectif, 50 000 en 2030. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on en est à combien? Aujourd'hui, on en est à 8 200 exploitations au niveau HVE, donc le niveau 3. Et pour le niveau 2, on est environ à 17 500 exploitations engagées. Et ça augmente fortement en ce moment? Oui, on a eu, sur l'année 2020, par exemple, sur les 6 premiers mois, on a eu une augmentation d'environ 52% du nombre d'exploitations. Est-ce qu'il y a un dernier texte qui en parle? Tout à fait. On peut citer également la loi Egalim, donc, qui fixe, dans le cadre de la restauration collective, les états généraux de l'alimentation dont on a beaucoup parlé dans le monde agricole. Voilà, tout à fait. Il y a un objectif de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective en 2022. Et parmi les produits qui figurent dans cette liste, on peut citer la certification environnementale de niveau 2 et de niveau 3. D'accord, donc ça en fait partie de ces objectifs de cette loi. Alors, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, vous avez déjà commencé à en parler, niveau 1, 2 et 3. Niveau 1, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Alors, le niveau 1 de la certification environnementale est vraiment la clé d'entrée dans cette certification à multiples niveaux et elle a pour objectif de vérifier que l'agriculteur maîtrise bien les bases réglementaires environnementales, en particulier en s'appuyant sur la conditionnalité des aides PAC et sur les volets environnement, santé des végétaux et BCAE. D'accord, donc c'est juste la conditionnalité, le niveau 1? Voilà, c'est ça. Si on répond aux critères de la PAC, on est niveau 1. Oui. Est-ce qu'on est quand même, on peut obtenir un document, une attestation niveau 1? C'est possible ça? Tout à fait. En fait, pour être certifié de niveau 1, il faut réaliser un bilan sur l'exploitation qui peut être fait par des réseaux qui sont certifiés SCA, donc système de contrôle agricole, par exemple les chambres d'agriculture. Les chambres, d'accord. Et à l'issue de ce bilan, l'agriculteur va pouvoir recevoir une attestation. Et cette attestation est intéressante puisque s'il l'envoie à la DDT, elle va pouvoir lui permettre de diminuer la pression de contrôle sur le volet conditionnalité. Il y aura moins de chances d'être contrôlé sur ce volet-là s'il est certifié. Donc ça peut avoir quand même un intérêt, ce niveau 1, qui est quand même le premier. Alors niveau 2, on passe déjà un cran. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs de ce niveau 2 de certification environnementale? Ce niveau 2, en effet, va être vraiment, là on va rentrer dans la certification à proprement parler, puisqu'il va y avoir un référentiel spécifique et il va y avoir aussi un contrôle qui va se faire par un organisme certificateur. Extérieur, un organisme extérieur. Tout à fait. Et ce deuxième niveau de la certification environnementale repose sur des obligations de moyens. Donc on engage vraiment l'agriculteur dans une démarche d'agriculture raisonnée avec un raisonnement sur un certain nombre d'items environnementaux. D'accord. Quels sont les items sur lesquels il faut travailler sur ce niveau 2 déjà ? Alors les items qui vont être aussi les mêmes que ceux qui sont repris au niveau 3, ce sont ceux de la biodiversité. Biodiversité. De la stratégie phytosanitaire. Les phytos. La gestion de la fertilisation. La fertile. Et enfin, la gestion de la ressource en eau ou irrigation pour ceux qui sont concernés. D'accord. Merci beaucoup déjà pour cette explication sur le niveau 2. On va voir maintenant le résultat de notre quiz. Est-ce que le résultat apparaît? Je vois que oui, il apparaît. Je vous rappelle la question qu'on vous a posée il y a quelques minutes. Êtes-vous intéressé par la certification environnementale? Est-ce que vous êtes intéressé? Oui. Aujourd'hui, 73%, je lis les résultats qui doivent vous apparaître aussi, qui vous apparaissent sur l'écran, et demain, 27%. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question dès aujourd'hui, ce qui nous met une forme de pression. Allons plus loin sur ce niveau 2 avec vous, François Laurent. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes directeur recherche et développement chez Arvalis, l'Institut du végétal. Et à ce titre, vous avez coordonné la rédaction d'un guide pratique pour mettre en place le niveau 2 de la certification environnementale sur son exploitation. On va le montrer à l'écran durant votre intervention, on montrera ce guide. Il s'intitule « Certification environnementale niveau 2, guide pratique pour les exploitations agricoles ». François, quels sont
les principales exigences du niveau 2, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour y accéder? Alors en fait, comme on l'a évoqué, cette certification de niveau 2 est regroupée sur 16 exigences qui s'accompagnent d'un certain nombre de points de contrôle sur chacun des domaines qui ont été cités. Donc sur chacun des 4 domaines, biodiversité, gestion de l'eau, fertilisation et gestion phytosanitaire, l'exploitant sera soumis à un contrôle. Il s'agit bien d'une obligation de moyens, alors sur le slide que vous diffusez. Là, ouais, c'est très important de le voir. Et pas une obligation de résultat qui est réservée au niveau 3. Exactement. Il faut bien comprendre effectivement cette distinction. Du coup, l'exploitant devra s'engager. Par exemple, on va ici sur l'écran sur le thème biodiversité, 4 exigences. Par exemple, l'exploitant devra montrer de quelle façon il améliore l'entretien des infrastructures agroécologiques sur son exploitation. D'accord. Sur les phytosanitaires, de quelle façon est-ce qu'il met en œuvre des moyens d'outils à la décision ou des grilles d'intervention lui permettant d'objectiver l'utilisation de ces produits phytosanitaires. D'accord. Et là, on est toujours sur la mise en place de moyens, on est bien d'accord. Hein. Exactement. Okay. Autre exemple? Alors, vous voyez que selon les thèmes, le nombre d'exigences peut varier. Sur la fertilisation, il y en a 6, par exemple. C'est l'établissement annuel d'un plan prévisionnel de fumure qui devrait être produit par l'exploitant. Exigence d'ailleurs qui correspond à un certain nombre d'aspects réglementaires pour ceux, par exemple, qui sont en zone vulnérable sur la directive nitrate. Et dernier thème? Par exemple, voilà, des exigences de traçabilité où l'évaluation et l'enregistrement des volumes d'eau d'irrigation apportés sur les différentes parcelles doit pouvoir être noté et démontré en termes de traçabilité. D'accord. Quels sont les principaux freins que vous avez analysés, vous, au cours de votre travail d'explication de ce niveau 2? C'est quoi ce qui est le plus difficile finalement pour l'exploitant? Donc, comme on le répète, comme on est sur une obligation de moyens, ça veut dire qu'il faut faire la preuve d'un certain nombre d'enregistrements, de mise en œuvre d'avoir à disposition un certain nombre de documents prouvant, on va dire, la mise en œuvre de bonnes pratiques. Donc c'est le registre autour de l'enregistrement, la traçabilité des pratiques qui peut poser difficulté aux exploitants. Sur un certain nombre d'items, sur les 4 que l'on a vus, comme la fertilisation, ceux qui sont dans les zones vulnérables pour la directive nitrate sont déjà habitués. Ils sont déjà concernés. Voilà. Mais c'est vrai que sur les autres items qui ne sont pas couverts par un champ réglementaire aussi précis que, par exemple, que la directive nitrate, cet aspect enregistrement, traçabilité peut éventuellement poser difficulté. Bon, donc on voit bien qu'il faut là une obligation de moyens, pas de résultats, je le répète, c'est extrêmement important. Et il faut surtout prouver qu'on met les moyens en place, hein, c'est surtout ça le niveau 2. Alors, pour aider justement les agriculteurs qui sont intéressés par ce niveau 2, je rappelle que alors je regarde mes fiches, hein, ça fait plus de 100 pages, les textes qui parlent de ça, hein, je parle sous votre contrôle, François. Oui. Vous avez travaillé avec les autres instituts, vous avez travaillé à un guide simplificateur. Alors, on va le voir, hein, quelques images de ce guide, un guide pratique, facile à lire, facile à comprendre. On va présenter, voilà, ça apparaît à l'écran. Expliquez-nous ce qu'on voit et où est-ce qu'on peut le trouver. D'abord, quelle est l'adresse pour trouver ce guide qui nous permet d'accéder plus facilement au niveau 2? Alors, comme vous l'avez évoqué, ce guide a été conçu et rédigé en partenariat entre différents instituts techniques. Donc, pour ce qui est d'Arvalis, il est disponible sur arvalis.info. J'imagine sur les autres instituts aussi, probablement. Exactement, de la même façon. Okay. Et également sur les sites des associations syndicales, GPB, AGPM, qui nous avaient commandité. Donc il suffit d'aller là, et puis on a, ça s'appelle Guide de la certification environnementale niveau 2. Voilà, guide pratique pour les exploitations. Guide pratique. Hein. Effectivement, ça ne concerne que le niveau 2. Qu'est-ce qu'on peut voir là? On voit à l'écran les moyens de mettre en œuvre, je dois faire particulièrement attention. Dites-nous ce qu'il faut lire, comment on lit cette feuille. L'idée, ça a été simplement de résumer, ce n'est qu'un résumé, ça ne se substitue pas évidemment au document, on va dire, officiel, mais de résumer sur une page, pour chacune des 16 exigences, les différents éléments auxquels l'exploitant agricole devra se soumettre en termes de justification du coup des moyens qu'il a mis en œuvre au niveau de son exploitation. Donc c'est un simple résumé. Quelle est la nature de l'exigence, chacune des 16 exigences, les preuves que du coup l'exploitant doit fournir, éventuellement des pistes pour trouver les sites ou les sources d'informations. Où puis-je trouver les informations, voilà, c'est ça. Voilà. Là, on donne la clé pour essayer d'aller chercher les documents qui prouvent que...
et puis les moyens à mettre en œuvre puisque en fait chacune des exigences peut porter de façon distincte ou voire assemblée sur la mise en œuvre d'OAD ou d'outils d'aide à la décision, ou bien concernant la gestion du matériel, ou bien faire la preuve d'un certain nombre de documents à disposition et disponibles auprès de l'exploitant. Donc ce sont quelques points d'alerte sur les principaux points à veiller à satisfaire pour chacune de ces exigences. Donc justement pour satisfaire ces exigences de traçabilité, d'enregistrement, de preuves, il y a les OAD, il y a aussi des outils informatiques, des choses qui peuvent nous aider. Est-ce que vous avez quelques exemples? Oui, bien sûr. À partir du moment où on a vu qu'un des éléments majeurs, c'est l'enregistrement notamment des pratiques agricoles dans les 4 registres qu'on a pu évoquer. Les outils de gestionnaire de parcelles sont bien sûr des outils tout à fait adaptés Ma parcelle à la ou production. Je crois oui, par exemple. Ouais. Oui, il y en a d'autres, mais Mes parcelles en est un, bien sûr. Mes parcelles. Oui. Et donc voilà, les exploitants qui sont déjà engagés sur une utilisation au quotidien de ce genre d'outils sont déjà très bien armés, très bien équipés pour faire face aux exigences de la certification. D'accord, donc on voit que ces outils peuvent être utilisés pour accéder à ce niveau 2. Merci beaucoup François, vous restez avec nous et n'hésitez pas à poser des questions. Je vois certaines qui commencent à apparaître, je vous incite à les lire, chers amis du plateau, et puis on essaiera d'y répondre tout à l'heure, mais on va d'abord donner la parole à Emma pour qu'elle nous explique le niveau 3, le niveau HVE, haute valeur environnementale, et je précise que seul ce niveau peut s'appeler haute valeur environnementale. Ce n'est pas le niveau 2, c'est le niveau 3. Alors, ce niveau 3, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les différences par rapport au niveau 2 finalement ? Alors, le niveau 3, donc le niveau HVE, est vraiment le niveau final de cette démarche de certification à plusieurs échelons. Ce qui va la différencier du niveau 2, c'est tout d'abord en termes d'obligations, puisque pour le niveau 2, on était sur des obligations de moyens, et là, on passe à des obligations de résultats qui vont se traduire par le respect, enfin, en tout cas, qui vont être mesurés par des indicateurs de performance qui vont traduire la performance environnementale de l'exploitation agricole. D'accord, des vrais indicateurs chiffrés. Voilà. Toujours sur nos 4 thématiques qu'on peut rappeler, biodiversité, vous me coupez si j'ai une bêtise, biodiversité, ferti, phyto et irrigation. Voilà, tout à fait. Bon. Alors comment ça se traduit dans les faits concrètement ? Alors comment ça va se traduire sur l'exploitation ? Il va y avoir tout d'abord 2 voies d'accès à la certification environnementale de niveau 3. 2 voies différentes. La voie A, qui est une voie plutôt thématique autour des 4 items qu'on a déjà cités, et une voie B qui va être autour d'un nombre d'items un peu plus restreint. On va d'abord s'intéresser à la voie A, ce qu'on va détailler pour expliquer un peu plus précisément ces indicateurs de résultats. Vous nous avez pris un exemple, je crois, d'exploitation. Tout à fait. Exploitation qui fait de la semence. On a pris une exploitation semencière avec un exemple d'assolement avec 50 hectares de maïs semence, 50 hectares de maïs doux et 10 hectares de haricots verts. Donc là, on va s'intéresser tout d'abord à l'item biodiversité. Comme vous pouvez le voir, pour la biodiversité, l'objectif va être de maintenir la biodiversité sur l'exploitation, voire d'augmenter la biodiversité. Et on va mesurer ça au travers de différents indicateurs, comme par exemple les infrastructures agroécologiques, donc marge, jachère, bande tampon qu'il pourra y avoir sur l'exploitation. Ouais. Ça va donner des points. Et également la diversification des espèces, ou alors encore des questions autour de la pollinisation avec la présence de ruches. Alors, comment ça fonctionne ? On voit tout un nombre de chiffres là. D'abord, quel est le maximum de points qu'on peut obtenir et comment on comptabilise ? Parce qu'à la fin, je vois qu'il y a une sorte d'addition. Comment ça fonctionne ? Alors, ce qui est important à retenir autour de cette voie A, c'est que pour accéder à la certification environnementale, il faut obtenir 10 points. Il y a un minimum de points en fait. 10 points par thème ? Et 10 points par thématique, exactement. Par exemple, en biodiversité, il faut 10 points en fertile, 10 points pour l'irrigation et 10 points aussi pour tout, quoi. Oui, peu importe combien de points on a, si l'agriculteur a 11, 12, au-dessus de 10, dans tous les cas, ça passe. Mais s'il y a un indicateur sur lequel on est en dessous de 10 points, on n'a pas accès à la certification. On est recalé. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une approche globale et il faut que tous les postes soient remplis pour pouvoir accéder à cette certification. D'accord. Et là, je comprends bien, évidemment, plus on a de marge, par exemple, sur l'aspect de biodiversité, plus on a de surface d'intérêt agroécologique, et bien plus on a de points. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Ok, donc il en faut 10. Passons à la deuxième thématique. Sachant que les indicateurs sont au choix. Comme on l'a vu, l'agriculteur n'avait pas de points sur l'ensemble des indicateurs. C'est vraiment pour pouvoir s'adapter. Il faut 10 points au total sur ce thème. Voilà, c'est pour pouvoir s'adapter à la diversité aussi des exploitations. On choisit sur quel poste on va pouvoir montrer qu'on est vertueux.
La deuxième thématique plus problématique, parce que sur la biodiversité, les exploitations passent en général, quel que soit le système culture ou atelier d'élevage. Ça marche. En revanche, sur la stratégie phytosanitaire, en particulier pour les grandes cultures, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être aussi pour les semences, très compliqué. Et aussi pour les semences, parce que par exemple, on peut regarder un des indicateurs qui est celui de l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement. La problématique en filière semencière est qu'il n'existe pas de référence en fait pour les semences, pour les IFT. Et on n'a pas de référence pour les semences. Il n'existe pas de référence spécifique, ce qui va être problématique puisque pour avoir des points sur l'IFT, il faut comparer l'IFT de l'exploitation à des références. Et en fonction de là où on se situe, on aura des points. Et pour les exploitations semencières, il y a des passages de traitement qui vont être spécifiques pour les semences et qui sont indispensables, qui ne seront pas pris en compte dans cette IFT. Donc donc on est un peu désavantagé en semences aujourd'hui puisqu'on n'a pas le bon référentiel. C'est ce que vous nous dites là. On sera comparé à un référentiel qui ne prend pas en compte ces traitements-là. D'accord. Bon, on verra cette question-là après avec un autre intervenant. Mais c'est vrai que vous faites bien de nous le dire. Alors expliquez-nous, là par exemple, l'IFT, il a 4, cet exploitant fictif, c'est un exemple fictif, il a 4, est-ce que c'est bien 4 ou c'est pas bien? 4, c'est plutôt bien, puisque le nombre maximal de points qu'on peut obtenir sur cet indicateur-là, c'est 5. Ah oui, donc là il est top. Là il est top. Là c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui a eu est-ce qu'il pourrait, à tout hasard, pour qu'on comprenne bien comment fonctionne l'addition, il pourrait avoir 0, mais s'il compense dans cette thématique phyto 10 points avec les autres, il pourrait quand même accéder au HVE? Oui, mais dans les faits, ce serait compliqué. En ayant 0 sur cet item-là, ce serait assez difficile d'obtenir les 10 points requis. Mais en effet, le référentiel permet de moduler en fonction de moduler les indicateurs en fonction de la réalité des pratiques. En théorie, c'est faisable, mais en pratique, c'est peut-être complexe. C'est un peu compliqué. Voyons les deux autres exemples et puis prenez à chaque fois un item et que vous nous expliquez. Alors le troisième item, ça va être les questions de fertilisation. Donc là, on va voir comment l'agriculteur raisonne ses apports, également quelles pratiques il va mettre en place pour limiter les fuites dans le milieu ou bien pour raisonner sa fertilisation. Ouais, alors par exemple, moi je prends la première ligne, SAU non fertilisé, ça rapporte des points. Là, il n'en a qu'un. Ça veut dire que si on n'apporte pas de ferti sur un certain nombre d'hectares, s'il y en a beaucoup, on a de plus en plus de points. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Ça va être par tranche de 10% et on va avoir au fur et à mesure un point en plus à chaque fois qu'il y a une tranche de 10% de la surface qui n'est pas fertilisée. Ok. Autre item, le dernier. Et le dernier item, c'est celui de l'irrigation. Donc bien sûr, il ne va pas forcément concerner l'ensemble des exploitations agricoles puisqu'il faut être irrigant, sinon ça il y en a beaucoup en semences de l'irrigation, on est d'accord. Hein. Et là, voilà notre exemple, l'agriculteur a 60 hectares irrigables, donc là, il est pertinent d'aller chercher cet indicateur. Et là, l'objectif va être à la fois d'enregistrer les pratiques, mais aussi de voir si l'agriculteur met en place des pratiques qui sont économes ou alors qui limitent, qui optimisent la ressource en eau sur l'exploitation. Ouais, l'objectif, c'est d'éviter les pertes en eau, j'imagine, sur cet item. Alors, ça, c'est la voie A. Il y a aussi la voie B pour obtenir, c'est une voie très différente qui n'a rien à voir avec ça. Comment est-ce qu'on peut faire par cette voie B pour obtenir le sésame, le niveau HVE, niveau 3 ? Pour la voie B, on va plus raisonner selon les 4 items, mais on va avoir une approche globale de l'exploitation avec un nombre réduit d'indicateurs qui vont permettre quand même de retranscrire ce que fait l'agriculteur et sa gestion environnementale. On va avoir un premier item qui va être un premier indicateur qui va être sur la biodiversité. Soit l'agriculteur a 10% d'infrastructures agroécologiques sur son exploitation, soit il a au moins 50% de la surface en prairie permanente de plus de 5 ans. Il faut valider ça. Et de l'autre côté, il faut valider un indicateur intrant sur pourcentage d'intrants sur le chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 30% pour pouvoir accéder à la certification environnementale. Là, c'est des chiffres, c'est-à-dire la quantité mesurable financièrement, c'est bien ça, sur le chiffre d'affaires. Là, c'est des chiffres économiques, quoi. Tout à fait. On va prendre en compte les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, l'énergie, le transport. On fait un ratio avec le chiffre d'affaires. Et c'est combien, là? Il faut obtenir combien? 30%. 30%. Ce qui va être plus compliqué pour les exploitations où la valeur ajoutée est moins importante. Là, c'est plus discriminant comme voie que la voie A. Bon, merci. On a fait le tour. Rien d'autre à rajouter, Emma? Merci beaucoup. Vous restez avec nous puisqu'il va y avoir des questions. On va les prendre juste après parce qu'il faut que je les lise. Il y en a certaines qui sont un peu longues, mais il y a déjà des questions qui sont arrivées. Je rappelle donc que seul le niveau 3 qu'on vient de décrire permet de décrocher le logo et la mention haute valeur environnementale. Et on va se tourner maintenant vers notre troisième invité de ce premier plateau. Je vous présente Hervé Lapille. Hervé, bonjour. Bonjour Pascal. Tu étais, parce qu'on se connaît, on ne va pas dire de bêtises, tu étais sur ton tracteur devant le Parlement de Strasbourg le 30 avril pour demander une future PAC plus juste pour les agriculteurs.
Tu es éleveur de porc dans la Marne, vice-président de la FNSEA et membre de la CNCE, c'est ce titre-là que tu interviens aujourd'hui, CNCE, la Commission nationale de la certification environnementale. Vous êtes vous-même, tu es Hervé, producteur de semences, pois protéagineux et graminées, c'est bien ça? C'est cela. Alors, deux éléments extrêmement importants qu'on veut voir. Aujourd'hui, j'allais dire, cette certification, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle n'est pas totalement finalisée. Il y a des évolutions, ça discute, ça négocie. D'abord, sur quoi on négocie, mais surtout, qu'est-ce qu'on a obtenu l'hiver dernier sur ce qui est le plus compliqué, on l'a compris d'ores et déjà, l'IFT, la pression phyto. Qu'est-ce que vous avez obtenu l'hiver dernier sur l'IFT et cette certification? En fait, on a eu un groupe de travail à la Commission nationale de la certification environnementale. Comme vous l'avez expliqué, mes prédécesseurs ont fait les 10 ans de la certification environnementale. Et donc, il y avait des dispositifs à l'intérieur qu'il fallait faire évoluer. Et ce que vous a dit Emma tout de suite, c'est que sur la partie phytosanitaire, indice de fréquence de traitement, il y avait des références qui étaient devenues obsolètes par rapport aux pratiques agricoles qui sont appliquées aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de remettre à jour ces références autour de l'IFT, qui est un item important sur nos exploitations agricoles, autour de la stratégie phytosanitaire sur l'un des 4 items. Et donc on a fait évoluer le dispositif pour essayer d'intégrer le plus de cultures possible, pour qu'on donne la chance à un maximum d'agriculteurs de rentrer dans la voie de la certification environnementale. Parce que notre objectif, c'est celui de la massification de la certification environnementale pour donner aux céréaliers, mais aussi aux polyculteurs, mais aussi aux éleveurs. Donc on a un groupe de travail IFT et on a un groupe de travail élevage qui doit aussi travailler sur le bilan azoté, qui est un sujet aussi important autour de la certification environnementale. Donc il y a 2 groupes de travail qui sont mis en place. Il y en a un qui a très bien travaillé, qui est autour de l'IFT. Il y en a un autour de l'élevage qu'il faut absolument réactiver au niveau des ministères pour continuer à évoluer et accompagner aussi nos éleveurs. Donc on voit que ça bouge, ça évolue, ça négocie et tu es au cœur de cette machine. Quelle proposition portez-vous au nom de la FNSEA collectivement, qui a été faite par la FNAMS, par les multiplicateurs de semences, et qui pourrait peut-être les aider dans cette certification? Je pense qu'au niveau des multiplicateurs de semences, notre gros problème, en fait, aujourd'hui, c'est que les références indices de fréquence de traitement sont faites à l'échelle régionale. Et comme l'a très bien dit Emma, c'est que nous n'avons pas de référence aujourd'hui sur la partie semences à l'échelle des régions. Ah oui, ça n'existe pas. Donc on n'a pas de référence régionale. Donc ça veut dire que soit on crée des références régionales avec la DRAF pour voir dans les différentes régions quelles sont les références pour qu'on passe sur une base de réalité sur nos exploitations agricoles, soit on travaille là-dessus, ou soit on supprime cet indicateur pour les multiplicateurs de semences parce qu'ils n'ont pas de référence et donc ils sont automatiquement pénalisés aujourd'hui par le dispositif. Donc l'enjeu il est important et je crois que voilà, les agriculteurs sont aussi pas mal questionnés sur leur travail, sur leur fréquence de traitement. Et ben pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une référence régionale pour les multiplicateurs de semences qui fassent foi et qui servent en fait demain dans l'homologation de la stratégie phytosanitaire? Parce que pour les multiplicateurs de semences, on a des contraintes, j'en fais partie, et je crois qu'on a des cahiers des charges qui sont hyper stricts et importants. Moi, je fais la multiplication en graminées porte-graines en gazon. Aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir 0 vulpin dans mon gazon quand je le récolte. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir une stratégie phytosanitaire qui m'emmène vers des impasses, sinon mon lot il est refusé par mon acheteur. Donc, vulpin, c'est le lot qui est mort. Disons que c'est entre 2 et 3% de vulpin, c'est tolérable, mais comme c'est pas triable, entre une graine de régras et une graine de vulpin, c'est pas triable et on n'a pas le droit de livrer des mauvaises herbes à nos acheteurs. D'accord. Alors, on le voit bien, la négociation est en cours. Vous portez un certain nombre de revendications avec la FNSEA. J'aimerais ton sentiment. Est-ce que tu y crois, que ça peut bouger, que ça va bouger, ou est-ce que c'est cadenassé, que le gouvernement a déjà son idée en tête? Non, je pense que... Nous, on y croit parce qu'en fait, on est dans une démarche de progrès. Quand on rentre dans le sujet de la certification environnementale, on est dans une démarche de progrès. Et je crois que l'agriculture française, elle est reconnue pour sa durabilité et la qualité de ses agriculteurs et de ses filières qui nous accompagnent. Mais on s'est un peu perdu ces dernières années entre 2 sujets. Un sujet qui était l'agroécologie, qui était porté par Stéphane Le Foll, et un sujet de la certification environnementale, où tout ça s'est un peu télescopé, et ça a mis un peu au second plan le sujet de la certification environnementale. Le fait qu'on parle de l'agroécologie, ça a retardé la certification? Ça a fait un peu d'ombre au sujet de la certification environnementale. Et je crois que nous, notre volonté, c'est de réactiver la certification environnementale
pour la massifier et la rendre accessible à un plus grand nombre d'agriculteurs, parce qu'on sait que c'est la massification qui est efficace aussi en termes environnement. Et il n'est pas question de faire une élite avec la certification environnementale en la réservant à 2-3% de nos agriculteurs. Si on emmène 50, 60, 70% de nos agriculteurs, le challenge, il est là. Et donc, la porte d'entrée, c'est pas spécialement le niveau 3 HVE, c'est le niveau 2 de la certification environnementale, avec un accompagnement de nos agriculteurs dans une démarche de progrès. Et je crois que la porte d'entrée, elle doit être là, le niveau 2. Et ensuite, ceux qui veulent aller chercher la plus-value nécessaire, ça peut être le HVE. Mais réservons déjà la certification environnementale au niveau 2. Et après, on accompagne nos agriculteurs dans une démarche de progrès. Alors, on a vu avec EMMA qu'il y avait 2 voies pour le niveau 3, le niveau HVE. Est-ce que la voie B, je parle sous le contrôle d'EMMA, est-ce que cette voie B qui parle de chiffre d'affaires principalement, est-ce que cette voie B, très critiquée par des ONG, est menacée de disparaître ? Oui, on ne va pas se cacher, elle est critiquée aujourd'hui, c'est sur la place publique, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur le sujet de la voie B. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Il faut reconnaître que la certification environnementale s'est développée aussi avec des agriculteurs et des vignerons qui sont engagés sur la voie B. C'est aussi grâce à eux que la certification environnementale s'est développée. Donc il est hors de question de laisser sur le bord de la route ces gens-là. Il faut qu'on trouve une solution. Et pour nous, il n'est pas question d'abandonner la voie B. Peut-être qu'il faut qu'on l'améliore, mais on ne doit pas l'abandonner. Et je rappellerai simplement aujourd'hui qu'il y a un audit qui est commandité par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui donnera ses réponses par rapport à la certification environnementale en juillet 2022. Donc n'anticipons pas non plus les résultats de l'audit. On verra bien l'audit ce qu'il dit, et ensuite on sera en capacité de faire évoluer peut-être la voie B, mais ne supprimons pas la voie B. Alors, avant de parler de la PAC avec toi, Hervé, je vois les questions, hein, ces niveaux, je prends les questions telles qu'elles m'arrivent, ces niveaux 1, 2, 3 et ces critères qui vont avec, qu'on vient d'expliquer, sont-ils nationaux ou européens ? Emma, est-ce que vous voulez répondre à ça ? Alors, comme je l'ai indiqué, pour le niveau 1, on est sur une base européenne, puisqu'on parle de la conditionnalité de la PAC. En revanche, pour les autres critères, pour les autres niveaux, pour le niveau 2 et le niveau 3, ce sont des référentiels français. Mais la question va se poser, étant donné que le référentiel n'est pas réservé aux agriculteurs français. Dans un marché européen, il est obligatoire de laisser aussi la possibilité à d'autres pays de s'engager sur le dispositif. Mais pour l'instant, il n'existe pas, j'allais dire, d'équivalence stricto sensu dans les autres pays. Non, et c'est justement un enjeu de garder quelque chose qui reste équitable, que le niveau soit aussi élevé que ce qui est fait en France et qu'il y ait les mêmes indicateurs qui existent dans les autres pays, ce qui n'est pas forcément le cas. On ne sait pas s'il y a des IFT ou... voilà. Mais oui, c'est ça, chacun a ses indicateurs. Les mêmes choses ailleurs. Question précise aussi sur le périmètre. Est-ce que les sociétés semencières peuvent-elles être certifiées ? Alors pour le niveau 2, ce qui est certifié actuellement, ce sont surtout des démarches. En fait, c'est des démarches qui vont être reconnues soit partiellement, donc juste sur une production comme étant de niveau 2, soit totalement. Donc vraiment, là, on va être sur toute la production de l'exploitation. Et ces démarches peuvent être portées par différents acteurs. On a aussi bien des COP que des groupements de producteurs, que certains distributeurs qui mettent en place des démarches. Par contre, sur le niveau 3, ce qui est certifié, c'est vraiment l'exploitation. Là, on est vraiment sur l'ensemble de l'exploitation et c'est uniquement des exploitations agricoles qui vont être certifiées. Emma, je vous invite à lire la prochaine question pour réfléchir à la réponse, parce que vous voyez, elle est très longue. Pendant ce temps-là, je vais questionner Hervé. Hervé, en parallèle de ces négociations sur le référentiel, sur ce qu'on met dedans, sur ce qu'on s'accorde, il y a des négociations avec le même gouvernement français, autour, bien sûr, de la CNCE dont vous faites partie, discussion sur comment la PAC va intégrer ça, comment on va rémunérer ça. Les écorégimes font déjà référence. Alors, les écorégimes, c'est un nouvel outil européen qui va être utilisé par la PAC dans la prochaine PAC, là, dans quelques mois. Alors, d'abord, est-ce que vous nous certifiez que dans la prochaine PAC, ces critères, cette certification environnementale pourra être utilisée pour décrocher un écorégime ? Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on revienne sur le sujet des écorégimes. Rapidement, rappeler que les écorégimes dans la future politique agricole commune vont représenter entre 20 et 30% des aides qui concernaient le premier pilier aujourd'hui, le DPB, le droit à paiement de base. Donc on va vous prendre 20 à 30% de ce DPB et on va le conditionner aux écorégimes. Donc ça va représenter entre 60 et 80 euros de l'hectare pour nos exploitants agricoles français. 60 à 80 euros de l'hectare. Donc pour la prochaine PAC. Pour la prochaine PAC. Donc c'est bien sur le premier pilier, parce que je vois la question sur le deuxième, mais c'est bien sur le premier pilier. Et ensuite, est-ce que la certification environnementale va donner accès à ces écorégimes ? Alors le ministre nous l'a dit vendredi, pour la partie HVE, c'est acté. Par contre, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on ait ces écorégimes qui soient accessibles au plus grand nombre des exploitants agricoles dans une démarche de progrès,
mais qu'on n'en laisse personne sur le bord de la route. Donc il y aura 3 sujets autour des écorégimes. Il y a la diversité de l'assolement, il y a les infrastructures agroécologiques et il y a la certification. La certification étant donc l'une des portes d'entrée à ces écorégimes. Tout à fait. Et donc, HVE va donner accès, mais HVE, on rappelle que ça doit donner accès aussi à de la valeur ajoutée sur un marché. Et le sujet que nous on porte, c'est le sujet de la certification environnementale améliorée. C'est-à-dire qu'on est quelques dispositifs dans le niveau 2 de la certification environnementale, avec quelques points d'amélioration, dans une démarche de progrès, non pas à l'exploitation agricole, mais à l'échelle de la ferme France. Et je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de valoriser aussi à l'Europe ce que font les agriculteurs français. Est-ce que beaucoup de monde parle aujourd'hui de toutes les filières de recyclage qu'on a sur nos exploitations agricoles? Vous voulez que ce soit les national, ficelles, finalement? les bâches, les bidons. Enfin, on a une filière de recyclage aujourd'hui qui est extraordinairement efficace en France, et je crois qu'on est les seuls en Europe. Ben, est-ce qu'on ne peut pas le valoriser, ça? Est-ce que sur la stratégie phytosanitaire, on n'a pas une stratégie autour de l'agriculture de précision? Les outils de la décision, la génétique, les semences qui nous permettent d'utiliser le moins de produits phytosanitaires parce qu'on a des variétés qui sont résistantes à certaines maladies. On a des outils de la décision sur la septoriose, sur le mildiou. On a beaucoup de choses à valoriser, et donc c'est valoriser une partie de l'agriculture de précision. Et puis sur les gaz à effet de serre, on sait que l'enjeu climat, il est là aussi. Et ben, c'est essayer d'avoir les meilleures techniques disponibles pour éviter le maximum d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment autour de l'azote, qui est un sujet important autour de l'agriculture. Hervé, les discussions aujourd'hui, elles en sont où? Est-ce qu'il suffira d'avoir le niveau 2 ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au niveau 3 pour décrocher cette aide à l'hectare qui, tu nous le dis, sera peut-être de 80 €? Aujourd'hui, on a une ouverture auprès du ministre de l'Agriculture. Vendredi, il l'a confirmé dans le cadre du CSO. Il envisage une certification environnementale 2+. 2+, c'est-à-dire entre les deux, quoi. Entre les deux. Et donc, c'est les fameux indicateurs de résultats qu'il faut qu'on travaille avec le ministère pour qu'on puisse rendre accessibles les écorégimes à un maximum d'agriculteurs qui ne pourraient pas y répondre sur le sujet de la diversité de l'assolement, parce que tout le monde n'a pas la chance, comme moi, dans mon département, qui est la Marne, j'ai 9 cultures différentes sur mon exploitation agricole. Ça sera plus facile que certains territoires, notamment des zones qu'on dit vulgairement intermédiaires, mais avec des potentiels de production moindres, qui n'ont pas la chance d'avoir cette diversification de l'assolement. Il y a les infrastructures écologiques et la certification, et ben, qu'on emmène aussi les agriculteurs sur des démarches de progrès, et je crois que ça sera intelligent. Il faut regarder ce qui se passe en Europe, parce que les écorégimes se seront imposés à l'ensemble des agriculteurs européens. Donc il ne faudrait pas non plus qu'en France, on soit les mieux disants et que ça nous pénalise en termes de compétitivité. Enfin, je crois qu'il y a un sujet, voilà, qu'il y a un mot qui est clair, et le ministre l'a encore rappelé, la compétitivité coût est un sujet très important pour faire du revenu sur nos exploitations agricoles aussi. Bon, donc on a bien compris que là aussi la négociation n'est pas terminée. Je prends la question telle qu'elle arrive, elle est un peu longue, mais je vous la lis. Bonjour, je représente une exploitation qui est recalée 2 années de suite pour le niveau HVE 3 en raison de la fertilisation. Les besoins azotés du maïs semence sont bien supérieurs à ceux du maïs grain et nous n'arrivons pas à avoir les 10 points que vous nous avez expliqué, Emma, pour ce module Ferti. Alors, la question est la suivante. Est-il possible de déclarer les semences en culture mineure n'ayant pas de référence, ou alors est-ce qu'on peut modifier les valeurs azotées des exportations dans le bilan global azoté? Avez-vous des exemples d'exploitation dans ce cadre-là? Emma, est-ce que vous avez un conseil à donner ou une réponse? Alors là, c'est vrai que c'est une question assez spécifique. Pour ce qui concerne la modification des valeurs azotées, je sais que dans le cadre de ce qu'on a travaillé, on a aussi réfléchi à mieux adapter justement la grille du bilan azoté par rapport à la réalité de ce qui se passe sur les exploitations et de ce qui des fuites qu'il y a aussi dans le milieu. Ça peut être un volet, comme actuellement il n'y a pas eu forcément de réflexion spécifique pour ces filières semencières, ça peut être quelque chose qui peut être travaillé. Et ça répond aussi, ça répond aussi à une autre question que je voyais sur les IFT, où on indiquait est-ce qu'on peut faire bouger les choses, parce qu'on nous demandait si en intégrant on pouvait réduire les doses phyto jusqu'à 50%, mais le critère IFT ne prend pas en compte les efforts qui sont faits en intégrant les meilleures conditions météo. Est-ce qu'on peut bouger les choses sur ce critère? Voilà, les discussions sont ouvertes dans le cadre de la CNCE. Donc
il y a des choses, on sait très bien que le référentiel actuellement il n'est pas forcément adapté à l'ensemble, à l'intégralité des productions, et c'est aussi là qu'est l'enjeu. Donc ces questions-là, elles sont importantes à faire remonter pour ensuite qu'elles soient discutées avec l'ensemble des parties prenantes. Je lis les questions telles qu'elles arrivent. Quelle est la valorisation possible pour une entreprise semencière qui a le HVE2? Existe-t-il des aides particulières? On en discutera dans le plateau suivant, donc on n'aborde pas pour l'instant cette thématique. Comment choisir entre les deux voies A et B? Est-ce que, il y a des conseils qu'on peut donner aux agriculteurs qui se posent la question? Il n'y a pas forcément de conseils pour discriminer une voie ou l'autre, et choisir entre les deux voies. Il faut choisir celle qui est le plus facile pour nous, quoi. Oui, je pense, mais après, il faut noter que la grande majorité des exploitations aujourd'hui passent par la voie A. C'est quand même la voie qui est largement privilégiée. Et la voie B, comme on le disait, dans la façon dont elle est construite, elle est plus accessible à des exploitations qui auraient des productions à forte valeur ajoutée. Pour les autres, c'est très compliqué, le critère est très discriminant. Bon, pas facile. Donc on n'est pas arrivé au bout de cette démarche. Merci à tous les trois pour ce premier plateau. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Et vous, les multiplicateurs qui nous regardez dans votre exploitation, êtes-vous déjà engagé dans une démarche de certification environnementale? Répondez tout de suite sur votre ordinateur à cette question quiz. Êtes-vous déjà engagé dans une démarche de certification ou une démarche équivalente? Ça peut être Agriconfiance pour les COP ou une démarche privée. La question s'affiche sur votre écran. En attendant vos réponses, partons maintenant sur le terrain. Nous sommes allés chez un agriculteur multiplicateur installé dans le Loir-et-Cher, un jeune de 26 ans qui fait de l'oignon, pommes de terre, carottes, et de céréales aussi, en plant ou en semences. Il vient de reprendre 125 hectares depuis 3 ans. Interview de Benjamin Minière, c'est parti. Je suis intéressé par la certification environnementale pour des raisons économiques, une meilleure valorisation du produit et aussi un accès plus simple à la distribution, puisqu'aujourd'hui le consommateur et donc la distribution demandent des cahiers des charges qui sont plus propres, mieux faits. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis intéressé. L'autre raison, c'est une raison écologique, d'avoir une meilleure production, une production plus saine, un respect de nos sols. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on n'a plus le choix que d'être dans cette position-là. C'est une question environnementale et c'est important pour nous, agriculteurs. On fait partie de l'environnement, on gère l'environnement, c'est à nous d'appliquer ces règles-là. Chez moi, sur mon exploitation, je ne serais pas intéressé par cette démarche de certification environnementale pour une raison primordiale, c'est l'absence de reconnaissance au niveau du prix sur la semence. Aujourd'hui, il n'y a rien dans la certification HVE qui est pris en compte ou qui est fait pour la production de semences, aussi bien la multiplication de semences que la production de plants, d'oignons ou de pommes de terre. Et ça, c'est un aspect pour nous agriculteurs qui est difficile à concevoir. On est prêt à faire tous les efforts, mais s'il n'y a pas le prix qui suit derrière, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais l'intérêt est moindre pour l'exploitant agricole. Aujourd'hui sur l'exploitation, je cherche à obtenir la certification HVE de niveau 3 et je n'en suis pas très loin du fait que j'utilise déjà le binage depuis quelques années sur mes cultures, aussi bien de légumes que mes cultures de multiplication de semences, la carotte, ce qui me permet de réduire considérablement l'impact des intrants phytosanitaires sur l'exploitation. C'est déjà un point extrêmement important sur la certification HVE. Deuxième point, on a une part sur la SAU très importante, enfin plutôt importante, de haies et de jachères, ce qui permet aussi d'avoir un point relativement considérable sur la possibilité d'obtenir la certification HVE de niveau 3. Résultat du quiz, êtes-vous engagé chez vous sur votre exploitation dans une démarche de certification environnementale? Le résultat s'affiche sous mes yeux. 33% oui, vous voyez le résultat à l'écran, et donc 67% de non.